Salut à tous et bienvenue sur Johnny Catch. Dans cette vidéo, on vous propose un cocktail d'anecdotes incroyables que des superstars ont racontées au fil des années. Et vous allez vraiment halluciner. Vous apprendrez par exemple comment Mick Foley a vécu son match Hell in a Cell iconique contre l'Undertaker en 1998 et ce que le Deadman lui a dit après sa chute dévastatrice du sommet de la cage. La première chose improbable que Foley s'est dite en reprenant connaissance. Comment Vince McMahon a mis à l'amende un Kevin Owens dépité après son match à WrestleMania 33. Comment Chris Jericho s'est disputé avec Triple H pour que le segment exceptionnel du Festival of Friendship se fasse comme lui le voulait. Mais aussi, comment Brock Lesnar a eu l'idée d'enchaîner les suplexes sur John Cena à SummerSlam lors d'un dîner avec Stone Cold Steve Austin. Vous entendrez même Edge raconter sa version de la scène iconique du Royal Rumble 2005, où Vince McMahon s'était déchiré les quadriceps en arrivant sur le ring. Vous êtes bien sur Johnny Catch, le cocktail de folles anecdotes racontées par les superstars, siroté. À une époque, ça me mettait à bout d'être le type qui avait fait ce célèbre match Hell in a Cell à King of the Ring 1998. Je me sentais comme l'acteur Bill Murray dans le film Un jour sans fin. Pendant 15 ans, il y avait toujours quelqu'un qui venait me voir au moins une fois par jour en me demandant si j'avais eu mal ce jour-là. Une fois, avant que je me sois fait remplacer mon genou et ma hanche, j'étais fracassé physiquement. Je pouvais plus vraiment bouger. Je faisais peine à voir. Ça pouvait me prendre 5 minutes pour sortir de ma voiture. Je boitais. Et il y a un gars qui me dit « Eh ben dis donc, on dirait bien que le catch ça laisse des traces. » Je dis « Oui. » Il me demande « Et tu t'es déjà blessé ?» C'est la chose la plus stupide que j'ai jamais entendue. J'étais à Kansas City un jour et je répondais à des questions de fans. Il y avait une sorte de cow-boy dans le public, un dur à cuire, et il posait pas de questions. Mais au moment où à la fin, les gens pouvaient venir me voir, il est venu, et je crois qu'il l'a fait pour protéger mon image. Il me dit « Hé mec, j'ai remarqué que quand l'Undertaker t'a balancé du haut de la cage, t'as atterri sur une table. » Il se penche vers moi, et il me chuchote « Ça a amorti ta chute, pas vrai ?» Alors je lui ai dit « Oui, c'est vrai. » Il me dit « Ah, alors, ça t'a pas fait mal ?» Je lui dis « Pas du tout. » Je me penche en avant et je lui chuchote « C'était une table magique !» J'étais à bout de ces moments. Un jour, Barry Blaustein, celui qui avait fait le documentaire Beyond the Mat, m'avait demandé de lui faire une faveur. Il voulait que je rencontre les enfants d'un de ses amis qui était fan de moi. Et il lui dit qu'il s'appelle Brian Grazer. C'est un producteur de films. Moi j'étais content, c'était facile pour moi ça. Je vais dans ses bureaux à Imagine Entertainment. J'arrive là-bas, il y a une belle vue sur Los Angeles. Et on me pose une question. Est-ce que ça a fait mal quand le Big Show t'a jeté du stage dans la tombe? Vous vous en rappelez? À SmackDown en 1999. J'ai eu un bury de live match avec The Rock contre l'Undertaker et Big Show. Moi, j'étais soulagé qu'il me pose cette question. Je lui ai dit, en fait, moi, j'étais tellement content d'être arrivé dans cette tombe que je pensais même pas à la douleur. J'ai toujours comblé mon manque de capacité athlétique par de la créativité et de l'imagination. Je me rappelle que je marchais avec Big Show sur le stage pendant le match et je lui demande « Tu penses que si je suis dans une bonne position, tu arriverais à me jeter du stage et à me faire atterrir dans la tombe ?» Il me dit « Tu sais que j'en suis capable. » On n'a pas fait de répétition, il n'y avait pas de tapis de réception ou quelque chose de ce genre. Il m'a demandé si j'étais prêt et pouf, je me suis envolé. À cette époque, Big Show était très musclé, il avait des abdos. Et justement, ça me fait penser à une photo. Et Facebook ne m'avait pas laissé la publier. Ça me disait que c'était un contenu à caractère sexuel. Moi je me disais, les fans de catch ont pas besoin qu'il y ait de raison particulière pour qu'un gars avec un masque en cuir ait ses doigts dans la bouche d'un homme mort pendant qu'un homme peint en doré lèche l'oreille qui lui manque. Ça a du sens, pas vrai? C'est le catch. Est-ce qu'on a besoin d'une explication pour qu'un homme sorte d'une tombe avec une chaussette et la mette dans la bouche d'un géant de 2,20 m en sous-vêtements noirs? Pas du tout, c'est le catch.
Enfin bref, ça me plaisait pas d'être le gars dont on se rappelait que pour un seul match, parce qu'il y avait d'autres choses pour lesquelles j'aurais aimé être connu. Mais il y a 3 éléments fondamentaux qui m'ont fait changer d'avis. Le premier, c'est que ma femme m'a dit que mes enfants avaient entendu parler de ce match à l'école. Ils avaient 8 et 10 ans à l'époque, et ils voulaient le voir. Je demandais à ma femme s'il était sûr qu'ils étaient prêts pour ça. On a attendu qu'ils rentrent à la maison, et là j'ai regardé ce match en entier pour la première fois depuis de nombreuses années. On voit tous les extraits de ce match, mais dans son intégralité, c'est autre chose. Ce que j'en ai tiré, c'est cette incroyable dévotion pour aller jusqu'au bout du match, peu importe le moyen. Évidemment, les choses se sont mal passées dans ce match. Pas comme on avait espéré. On y voit des êtres humains tout faire pour continuer. Avec de l'aide partout où on pouvait en avoir. Avec Terry Funk qui est venu et qui s'est pris un chokeslam de l'Undertaker. J'ai vu des extraits du match des centaines de fois dans les jours qui l'ont suivi. Parce que je m'en rappelais mal, puisque j'avais été mis KO. J'ai catché le soir suivant, dans un match très court. Puis je suis rentré à la maison pendant 4 jours. Et en voyant des extraits du match des centaines de fois, c'était clair pour moi que quand Terry Funk est entré dans le ring, qu'il y a eu des paroles échangées entre l'Undertaker et lui, mais elles étaient dites de manière tellement anodine que j'avais jamais demandé à ma femme ou à mes amis ce qu'ils se sont dit. Ils ont parlé, puis Terry est venu me voir, me touche le visage, revient voir l'Undertaker, puis se prend un chokeslam où il perd même ses chaussures. Après avoir été KO pendant quasiment 1 minute, j'ai commencé à bouger. Les gens me demandent à quoi je pensais à ce moment-là. Je vous jure que la seule chose à laquelle je pensais, c'était d'où est-ce qu'elles viennent ces chaussures? J'en savais rien. Le deuxième élément, c'est un jour où je faisais un one-man show et où Taker est venu en coulisses me voir avec sa femme. On pourrait se demander pourquoi j'étais surpris à ce moment-là, parce que je le connais depuis 1989, qu'il m'a sûrement appelé ou mis un texto. Je sais qu'aujourd'hui, tout est différent avec les réseaux sociaux. Mais c'est l'Undertaker. Il met pas des textos. Il n'utilise pas des emojis. Il vient te voir en personne et te fait la surprise. On a eu une discussion et j'avais complètement oublié la condition physique dans laquelle lui était en 1998. Il avait la cheville et le pied fracturés. Quand je suis passé à travers la cage et que j'étais inconscient, il a dû rester en haut de la cage, suspendu à plusieurs mètres du ring. Quand il est revenu sur le ring, ça se voyait qu'il boitait. J'avais complètement oublié que nos pieds s'enfonçaient dans le grillage. Pour moi, tout ça était flou dans ma tête. Ce dont l'Undertaker se rappelait très bien, c'était le bruit des fils métalliques quand ils se détachaient de la structure. Ça faisait ding, ding. J'avais vu le match de Shawn Michaels contre l'Undertaker dans le premier Hell in a Cell en 1997. Et c'est justement parce que ce match était si génial que j'étais motivé à l'idée de faire quelque chose que personne n'avait jamais fait avant, à quoi personne n'avait jamais pensé avant. J'avais dit à l'Undertaker que si on trouvait un moyen de faire des choses que personne n'avait encore jamais faites, on pourrait peut-être arriver à faire penser aux spectateurs qu'ils étaient en train de voir un match génial, même si c'est pas le cas. Si vous regardez bien, au moment où je me suis pris le chokeslam à travers la cage, j'étais allongé à côté de plusieurs fils métalliques. En revoyant, c'est intéressant de noter que j'ai tenté de faire une souplex à l'Undertaker sur le sommet de cette cage instable. Mais il m'a vite fait arrêter. Le troisième élément, qui est aussi une leçon de vie, c'est quand Terry Funk a fait son discours pour m'introniser dans le Hall of Fame en 2013. C'était superbe, c'était drôle, c'était court. Et ça c'est important dans cette époque où les shows durent 7h30. Je me préparais à sortir. C'était au Madison Square Garden en plus, l'endroit où j'allais quand j'étais gamin, où j'ai vu Jimmy Snuka sauter du sommet d'une cage. Et j'ai eu tellement de chance d'entrer dans le Hall of Fame, dans cette salle qui représentait tellement pour moi. J'étais derrière le rideau, et j'entends Terry Funk raconter au monde entier les mots qu'il a dit à l'Undertaker dans la cage en 1998. Il a dit que l'Undertaker est venu vers lui, et lui a simplement dit « Va voir s'il est en vie ». Donc en réalité, quand j'ai dit que Terry Funk est venu me toucher le visage, il me prenait le pouls pour voir si j'étais vivant.
il est retourné voir l'Undertaker pour lui dire que je respirais encore. Et à ce moment-là, l'Undertaker fait ce chokeslam à Terry qui lui fait perdre ses chaussures. À cette époque, à la WWE, on n'arrêtait jamais les matchs. De nos jours, oui, parce qu'on a tellement appris entre-temps sur les blessures. Mais en 1998, on n'arrêtait jamais les matchs. On occupait plutôt le temps. Et c'est ce que Terry Funk et l'Undertaker ont tenté de faire. Ils ont tenté d'occuper le temps pour moi pendant que j'étais KO. Quand l'Undertaker m'a mis un coup après, je me suis juste effondré. Ça faisait peine à voir. Et ça pouvait faire peur. Et là, je vais vous mettre dans la confidence et vous raconter quelque chose que j'ai jamais raconté avant. À ce moment-là, il s'était penché vers moi avec ses longs cheveux et m'a dit quelques mots très simples. Bah alors, gamin, ça va? Je suis juste honnête avec vous. Il m'a dit, c'est un sacré atterrissage que tu nous as fait, gamin. Après, il m'a dit discrètement qu'on rentrait à la maison, ce qui dans le catch veut dire qu'on termine le match. Mais c'est mon ego qui se sentait offensé par toute personne, même l'Undertaker, qui me disait que c'était le moment d'arrêter le match. C'est la pure vérité. C'est ça qui m'a fait me relever. Je sais pas ce que j'ai pu lui dire pour qu'il se dise qu'on pouvait continuer, mais j'étais offensé que n'importe qui, même l'Undertaker, me dise quand c'était l'heure de rentrer à la maison. Et c'était même pas parce que je faisais le dur à cuire. J'ai quasiment dû être ramassé à la petite cuillère les minutes suivantes. Il m'a fait sa prise du old school en attrapant mon poignet. D'ailleurs, si j'avais 100 matchs avec l'Undertaker, il aurait probablement fait son old school 80 fois. Mais ce jour-là, quand il m'a fait le old school, j'étais encore complètement ailleurs. Ce nuage a fini par se dissiper dans ma tête. On a fait ce qu'il restait à faire. Et bon sang, on a atteint la ligne d'arrivée. Les matchs à WrestleMania, c'est compliqué, parce qu'il y a une telle construction en amont. On en attend tellement que c'est très rare d'avoir un match à WrestleMania qui nous satisfait. Moi, j'en ai eu qu'un seul, celui contre Shawn Michaels à WrestleMania 19. Et peut-être aussi le match Money in the Bank à WrestleMania 24, où CM Punk gagne. Celui contre William Regal, j'en étais pas content. Pareil pour celui contre Chris Benoit et Kurt Angle. Pareil pour celui contre Triple H. Celui contre Christian était bien, ça va. Ceux contre Edge, contre CM Punk, contre Fandango, j'étais pas vraiment dedans. C'est compliqué, parce que dans les WrestleMania, le son du public va vers le toit. Donc tu peux jamais vraiment ressentir le public. Au Tokyo Dome, contre Kenny Omega, je pouvais le ressentir. Mais en général, sinon, c'était impossible. Et à ciel ouvert, c'est encore pire. Mais pour parler de mon match contre Kevin Owens à WrestleMania 33, cette année-là, c'était une des meilleures de ma carrière, à partir de 2016. Le Festival of Friendship qu'on avait fait était incroyable. Je voulais que ce soit un mélange entre une comédie des années 80 et Game of Thrones. C'était un des meilleurs segments de l'histoire de Raw. Et j'ai dû me battre pour ça. Vince McMahon n'était pas là cette semaine-là. Et tout ce qu'on avait décidé de faire avait été changé. Triple H et moi, on était en désaccord. Je disais, t'as tort. Il me disait, non, c'est toi qui as tort. Je lui dis, c'est mon segment. Il me dit, c'est mon show. Je lui dis que c'est pas son show, mais celui de Vince. Et finalement, en l'ayant fait comme moi je l'imaginais, il m'avait dit que ça avait été incroyable. Et quand il y a eu notre match à WrestleMania 33 avec Kevin Owens, je trouvais que ça avait été bien. Le problème, c'est qu'on était placé juste après le match entre Shane McMahon et AJ Styles. Et c'est marrant, parce que l'année d'avant, en 2016, AJ Styles et moi, on avait été placés juste après le match de l'échelle. Les 2 fois, je suis passé en 2e dans le show. Les spectateurs sont tellement à fond dans le premier que le 2e est toujours difficile, qui que tu sois. Mais j'ai trouvé que le match était bien. J'étais très surpris quand j'ai vu Kevin Owens après le match et qu'il m'a raconté que Vince McMahon lui a dit que c'était un des pires matchs de l'histoire de WrestleMania. J'étais choqué. Vince voulait que Kevin Owens soit un autre type de heel. Kevin Owens faisait beaucoup de prises de la 3e corde et Vince voulait pas qu'il fasse ça. Pourtant, à moi, Vince ne m'a jamais rien dit sur ce match. Quand on en a parlé le lendemain, on n'en a pas parlé en détail. Il m'a juste rien dit en particulier dessus. Parfois, Vince peut dire quelque chose dans l'émotion d'un moment et l'oublier 10 minutes plus tard. À moins que tu lui en reparles.
Kevin Owens était très triste. Vince lui disait qu'il devrait perdre du poids, que c'était nul, qu'il ne connaissait rien. Je suis passé par là moi aussi. En 1999, Vince m'a déjà dit que j'avais un niveau de débutant, que je valais pas le salaire qu'il me payait. J'ai dit à Kevin qu'il passait par les étapes d'initiation de Vince, qu'il devait s'accrocher. Est-ce que je pense que notre match à WrestleMania 33 était un super match? Non. Est-ce que je pense que c'était le pire match de l'histoire de WrestleMania? Absolument pas. Il y avait des éléments du match, comme le doigt sur les cordes, qu'on a pu réutiliser les semaines suivantes. C'était juste compliqué de faire un match à la hauteur de l'attente qu'il y avait pour lui. Tout est dans l'histoire de comment on arrive à ce match. Je préfère avoir une super histoire et un match correct, plutôt qu'une histoire correcte et un match super. Quand j'ai appris que Brock Lesnar allait me tataner à SummerSlam en 2014, ça me posait aucun problème. Voilà le topo. Et je vais prendre Brock Lesnar dans mon exemple justement. Brock a été pris à l'Ohio Valley Wrestling et mis en avant pour tout de suite devenir champion en 2002. Moi, on m'a donné une opportunité au début, puis je suis devenu un jobber, un talent qui met en avant les autres. Même quand je me suis réinventé en devenant un personnage de rappeur, j'étais toujours un jobber. Pendant 2 ans, j'ai pu étudier comment les choses fonctionnaient. Il y avait l'officiel Arn Anderson qui me disait « Voilà ton travail, voilà l'histoire. Ce soir, c'est juste pas ton soir, gamin. » Ma mission, c'était de rendre ça intéressant. Brock Lesnar est un des performeurs qui donne le plus quand c'est le moment pour lui de donner. Et il peut faire paraître n'importe qui excellent. Je me rappelle qu'à l'été 2014, avant SummerSlam, Brock Lesnar me disait qu'il avait dîné avec Stone Cold Steve Austin et qu'ils avaient eu l'idée qu'il commence à me faire des souplexes et ne s'arrête plus jusqu'à ce qu'il me batte. Moi je lui dis « Ouais, allez !» Il me répond « Comment ça ?» Je lui dis qu'il venait de battre la streak de l'Undertaker à WrestleMania 30 et qu'on gâcherait cet événement historique si on avait un match 50-50 à SummerSlam. SummerSlam, c'est pas ton soir, gamin. J'entendais la voix d'Arn Anderson dans ma tête. J'espère qu'il comprend l'influence qu'il a eue sur ma sagesse dans cette situation. Ça devait pas être mon soir. Comment est-ce qu'on peut mettre en avant le côté énorme de cette victoire à WrestleMania contre l'Undertaker? Comment faire pour ne pas gâcher la streak de l'Undertaker? C'est pas seulement Brock Lesnar qui a gagné un match, c'est tous les matchs que l'Undertaker a eu avant ça, à WrestleMania, pour en arriver là. Si j'ai un match 50-50 contre Brock et qu'il le gagne sans être dominant, on gâche tout ça. Mais si tu prends cet exploit incroyable et que tu crées un nouvel exploit incroyable, là, on a vraiment transmis l'énergie. Et c'est comme ça que tu construis quelqu'un. Et cette personne va pouvoir construire d'autres gars derrière. C'est comme ça que le business fonctionne. Il faut être capable de travailler ensemble. Souvent, dans la vie, pas seulement dans le business, on regarde les choses de sa propre perspective. Et on cherche à nous préserver nous-mêmes. Mais on peut aussi survivre en donnant aux autres et en étant généreux. C'était le Royal Rumble 2005. On se rappelle que les 2 derniers mecs, c'était John Cena et Batista. Qu'ils sont tous les 2 sortis du ring en même temps. Mais ce dont vous vous rappelez peut-être pas, c'est que j'étais le 3e dernier catcheur dans le Rumble ce jour-là. Je me fais éliminer, je commence à me relever et à m'en aller. Et là, je vois Cena et Batista atterrir en même temps par terre. Et je me dis, oulala. Ce qui est fou, c'est qu'ils ont touché le sol en même temps. Ça aurait été impossible de le faire mieux que ça, même en prévoyant. Je suis en train de retourner en coulisses et je vois Vince McMahon arriver avec une démarche plus dominante que jamais. On aurait dit Thanos dans les films Marvel. Je me suis dit, oh non. Il faut savoir que Vince n'est pas le gars le plus athlétique du monde. Il est comme un cheval sur de la glace. Il est costaud, ça oui, il peut soulever des poids. Mais je le mettrai pas dans un match de basket, par exemple. Je suis en train de retourner en coulisses et je le vois se jeter dans le ring. Commencer à se mettre debout et là, s'effondrer complètement. Je me disais que c'était bizarre. Il y avait 2 gars debout dans le ring et il était assis par terre face à eux. En fait, il s'était déchiré ses 2 quadriceps. Personne ne savait à l'époque. Moi, je me suis dit, oulala, moi je m'en vais, hein. Je retourne dans les vestiaires. Après,
on nous disait de surtout pas aller dans le couloir. Il voulait qu'il y ait personne dans le couloir pour que Vince puisse trouver un moyen de marcher parce qu'il refusait de se faire aider, alors qu'il avait 2 quadriceps déchirés. Pour qu'après, il puisse arriver jusqu'à sa limousine, aller à l'hôpital et se faire soigner ses quadriceps déchirés. C'était un moment surréaliste. C'est Vince McMahon. Il peut se déchirer ses 2 quadriceps, mais quand même trouver un moyen de finir le show. Et il a aussi un bateau qui s'appelle Catin Sexy. C'est mon patron. Dans la prochaine partie, vous découvrirez les coulisses surprenantes de la création du clan de la Nexus. Pourquoi c'était important pour un des officiels d'exposer le bois qu'il y a sous le ring ce jour-là. Et l'explication précise du licenciement de Daniel Bryan les jours suivants. Vous apprendrez ce que l'Undertaker pense de CM Punk. Les différences selon Big Show entre Vince McMahon et Tony Khan, le patron de l'AEW. Mais aussi, comment Rey Mysterio a changé la vie de Cody Rhodes. En tout cas, vous avez pu siroter ce cocktail d'anecdotes plus marquantes les unes que les autres. On pense par exemple à Mick Foley, qui a dit à un fan qui pensait que sa chute de la cage en 1998 n'avait pas fait mal, qu'en fait c'était une table magique. À Vince McMahon, qui refuse catégoriquement de se faire aider, même avec les quadriceps déchirés. Ou encore, à tout ce que John Cena se disait avant d'affronter Brock Lesnar à SummerSlam en 2014. Un discours assez étonnant en connaissant le reste de sa carrière. Et tout ça me fait justement vous poser une question. Est-ce que ces anecdotes ont changé votre regard sur certaines superstars, notamment sur Mick Foley et John Cena? Dites-nous ce que vous en pensez, ce sera un plaisir de lire vos commentaires et de partager nos avis ensemble, parce que c'est le catch comme on l'aime. Si vous avez été impressionné par le courage de Foley, partagez la vidéo et abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines, c'est le meilleur soutien pour la chaîne. Merci beaucoup à ceux qui l'ont fait et à ceux qui le feront, on est ensemble. Prenez soin des vôtres et à bientôt sur Johnny Catch.